بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le module réseau satellitaire. On va commencer par chapitre numéro un, les satellites de communication. Comme toujours, on commence par une petite introduction. Nous avons, si on entend le mot satellite, ça vient à l'esprit le Sputnik numéro un, lancé en 1957 par l'URSS. Quelle est la mission des satellites? C'est bien sûr faire l'exploitation de l'espace à des fins et l'application civile ou bien militaire. Maintenant, on va voir la télécommunication intercontinentale. Nous avons que le plus grand système existant, c'est le INSAT, qui a 100 États et 24 satellites. Quels sont les domaines concernés? On peut les trouver pour des raisons d'études de météorologie, la téléphonie mobile, la télévision par satellite, le GPS ou bien ce qu'on appelle le Global Positioning System, ou bien pour des orbites et couvertures par satellite. Nous avons que la quasi-totalité des satellites, qu'ils soient à usage d'observation ou bien de télécommunication, ont des orbites, bien sûr. C'est quoi les orbites? C'est des trajectoires spécifiques à un corps animé, bien sûr, c'est-à-dire qu'ils bougent d'un mouvement périodique propre à leur utilisation. On peut distinguer trois types d'orbites différentes. On peut trouver des orbites elliptiques, des orbites circulaires, des orbites géostationnaires. Maintenant, on va voir le positionnement d'un satellite. D'après la loi de Johannes Kepler en 1571 et 1630, la première loi de Kepler, c'est que les orbites des planètes sont des ellipses dont le Soleil occupe l'un des foyers. Deuxième loi, c'est que les aires balayées par le rayon vecteur joignant le centre du Soleil au centre d'une planète sont proportionnelles au temps mis pour les décrire. Troisième loi, nous avons toujours que les carrés des périodes de révolution, c'est le temps mis par la planète pour faire une trajectoire autour du Soleil. Le carré des périodes de révolution des planètes sont proportionnels au cube des grands axes des ellipses. Isaac Newton, en 1642-1727, pour l'optique, il a énoncé la théorie de la composition de la lumière blanche. Il a inventé le télescope. Côté mathématique, il a développé les bases de calcul différentiel. Côté mécanique, il a écrit un livre intitulé Les principes mathématiques de la philosophie naturelle. Maintenant, si on va voir la première loi de Newton. Dans un référentiel d'inertie, si la somme des forces appliquées à un corps est nulle, alors ce corps soit au repos, soit au mouvement avec une vitesse constante. La deuxième loi de Newton, dans un référentiel d'inertie, la somme des forces appliquées à un corps est égale à la dérivée de sa quantité de mouvement. Pour la troisième loi de Newton, dans un référentiel d'inertie, toute force ou bien action exercée par un corps grand A sur un corps grand B fait naître une force-réaction exercée par B sur A d'inertie égale et de sens opposé. Maintenant, on va voir les lois universelles de la gravitation. Nous avons pour calcul de distance entre deux corps M1 et M2, la force entre 1 et 2 est égale à G par la masse 1 par la masse 2 divisé par R12 au carré. G, c'est une constante de gravitation qui est égale à 6 par 67 par 10 puissance moins 11 newtons par mètre au carré sur kilogramme au carré. Maintenant, pour l'étude dynamique des satellites,
Nous avons F égale à G par M par grand M par petit m sur R au carré. Grand R, c'est la distance entre le satellite et le centre de la Terre. Petit m, c'est la masse du satellite. Grand M, c'est la masse de la Terre, qui est égale à 5,973 328 000 par 10 puissance 24 kg. Nous avons des remarques que G par M, c'est une constante. Le produit de G par la M, c'est une constante. R ne peut pas confondre avec H, parce que R égale à H plus le rayon de la Terre. H, bien sûr, c'est le niveau de la mer vers le satellite. La somme des forces qui s'appliquent à un corps égale au produit de sa masse et son accélération. Donc, F égale à M, oméga, c'est l'accélération, bien sûr. Oméga est égal G par grand M sur R au carré est égal à mu sur R au carré. Donc, on obtient la valeur de mu est égale 3,986 005 par 10 puissance 14 mètres cubes sur seconde carré. Donc, R égale à P sur 1 plus E cosinus V. C'est l'équation des trajectoires ou bien c'est l'équation scalaire. Donc, vous avez l'apogée, les périgées, la Terre, le trajectoire, et sachant que le petit axe peut avoir la valeur 2 fois B. Et le grand axe est égal à 2 petit a. On termine avec une conclusion. Nous avons que cette équation scalaire est celle d'un conique, c'est-à-dire c'est l'intersection d'un plan avec un camp circulaire droit. Par conséquent, on aura 4 types de trajectoires possibles. La première est un hyperbole, la deuxième est un parabole et la troisième est un cercle. Et la quatrième, c'est une ellipse. Pour R est égal à P sur 1 plus E cosinus V, E égale à Fm sur Hm. Nous avons ici l'axe focal et la droite directrice. R, c'est la distance entre la Terre et le satellite en kilomètres. E, c'est l'extrémité de la conique. V, c'est l'anomalie vraie. P, c'est le semi-paramètre. Le semi-paramètre de la conique est donné en kilomètres. C'est la longueur de la mi-corde passant par un foyer et perpendiculaire à l'axe focal. Vous avez ici un exemple de trajectoire avec l'hyperbole, parabole, ellipse et cercle. Donc, E, pour l'hyperbole, E supérieur à 1, A inférieur à 0, C très inférieur devant A et inférieur à 0, P supérieur à 2 fois RP. RP, c'est le rayon de périnée. Pour la parabole, E égale à 1, A égale à infini, C égale à infini, P égale à 2 RP. Pour l'ellipse, E est compris entre 0 et 1, A supérieur à 0, C entre 0 et A, P entre RP et 2RP. Pour cercle, E égale à 0, A égale à grand R et supérieur à 0, C égale à 0 et P égale à R. Donc, voici un exemple où vous avez RP plus RA égale à 2 fois A. Donc, vous avez la corde, l'axe focal et les rayons RP et R. On va parler maintenant cas des orbites elliptiques. Le point de la trajectoire où R est le plus petit égale périgée. Donc V égale à 0. Dans ce cas, on aura RP est égal à P sur 1 plus E. Le point de la trajectoire où R est le plus grand est égal à l'apogée. Donc nous avons V égale à Pi. Dans ce cas, on aura RA est égal à P sur 1 moins E. La distance entre les deux foyers est égale à 2C est égal à RA moins RP. Maintenant, on va voir côté conservation d'énergie totale. Nous avons l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle égale à une constante. L'énergie cinétique est égale à 1 demi m v au carré. L'énergie potentielle égale à moins m par mu sur r. Dans ce cas, on obtient l'énergie totale est égale à 1 demi m v au carré moins m mu sur r. Et on aura une valeur qui est constante, bien sûr. L'énergie mécanique spécifique est égal à 1 demi-V au carré moins mu sur R. L'unité, c'est kilomètre au carré sur seconde au carré. Nous avons une remarque. Cette équation de l'énergie mécanique montre que l'énergie mécanique est constante sur une orbite. On peut dire que sur une orbite elliptique, il y a transfert d'énergie entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Maintenant, du périgée vers l'apogée, l'énergie cinétique diminue au profit de l'énergie potentielle.
À l'apogée, l'énergie cinétique est minimale et l'énergie potentielle est maximale. De l'apogée au périgée, l'énergie potentielle diminue au profit de l'énergie cinétique. Au périgée, l'énergie potentielle est minimale et l'énergie cinétique est maximale. Maintenant, quelle que soit la forme de la conique sur laquelle le satellite évolue, on peut arriver au résultat suivant. Donc, vous avez l'énergie mécanique égale à moins mu sur 2A. Bien sûr, cette relation physique est fondamentale puisqu'elle établit que la seule connaissance de la demi-longueur de grand axe petit a de la trajectoire entraîne la connaissance de l'énergie mécanique spécifique du satellite. Dans le cas du cercle, on aura A égale à grand R, donc l'énergie mécanique est égale à moins mu par 2R, donc est égal à 1 demi V au carré moins mu sur R. Dans ce cas, V égale à 2 la racine de mu sur R plus grand T d'énergie mécanique. Sachant que V, c'est la vitesse du satellite, EM, c'est l'énergie mécanique spécifique. On termine avec une conclusion, c'est que un satellite artificiel donc, qui tourne autour de la Terre tourne de temps moins vite qu'il est loin de la Terre pour respecter la troisième loi de Kepler. On dit que A cube sur T au carré est une constante pour les objets tournant autour d'un même corps. On va voir maintenant le cas de la Terre. Si vous avez un satellite qui tourne autour de la Terre, de A cube sur T au carré est égal à Gm sur 4pi au carré, avec G égale à 6,67 259 par 10 puissance moins 1 mètre cube kilogramme par S moins 1, moins 2, M égale à 5,9736 par 10 24 kg. Dans ce cas, on aura G par M sur 4pi au carré est égal à 1,20965 par 10 puissance 13. Vous avez un exercice. Donc, soit un satellite situé à 300 km d'altitude, l'orbite basse. On vous demande de calculer la période de résolution, sachant que A égale à R plus H, donc est égal à 6371 plus 300 par 10 puissance 13. T égale, le temps égale la racine de 4pi au carré R cube sur Gm, donc vous aurez 5431,055 secondes, c'est à peu près 1 heure et demie. Deuxièmement, on vous demande de calculer la distance petit a au centre de la Terre à laquelle doit se trouver un satellite artificiel pour être géostationnaire. Donc, toujours la vitesse de satellite est égale à la vitesse de la Terre, où le temps d'une tournée de satellite est égal à 24 heures. Le temps, c'est 23 heures 56 minutes 4 secondes, donc c'est 68 164 secondes. Donc, vous aurez A égale à T au carré par Gm sur 4 pi au carré à la puissance 1 sur 3. On aura que A a la valeur de 4,21 639 par 10 puissance 7 mètres. H égale 4,21 639 par 10 puissance 7 moins 6371, ce qui est égal à peu près à 36 000 km. Donc, l'orbite géostationnaire est située à 63 000 km. Maintenant, quels sont les principes et caractéristiques des réseaux satellitaires? Nous avons que les satellites ont un réseau qui peut être simple mais aussi complexe. Tout dépend du nombre de satellites impliqués dans la topologie du premier maillon à la chaîne. Se trouve l'utilisateur, c'est le client bien sûr, celui qui dispose d'une antenne pouvant communiquer avec les satellites. Et bien sûr, son antenne est reliée à un modem permettant de convertir les données numériques en un signal analogique et vice-versa. Dans le cas d'un satellite géostationnaire, il s'agit en général d'un VSAT, Very Small Aperture Terminal, une parabole de petite taille pouvant faire de 75 cm à 120 cm. Bien sûr, cette parabole doit être dirigée exactement sur le satellite pour recevoir le faisceau de communication. Nous avons que le satellite dispose d'un certain nombre de transpondeurs qui sont les émetteurs-récepteurs qui lui permettent de recevoir des signaux d'une fréquence donnée afin de les retransmettre vers la Terre sur une autre fréquence.
Donc, vous avez de TV à TDA, c'est point par point, de TDA vers user par donc diffusion. Les satellites géostationnaires utilisent une émission par diffusion, ce qui signifie que le signal envoyé vers un client couvre une grande zone territoriale. Et chaque élément, chaque client de la zone de couverture peut donc recevoir potentiellement ce signal. De retour sur Terre, le signal est réceptionné et est converti en données numériques par le client. Ce client peut être un particulier, une entreprise ou le fournisseur d'accès. Et dans le cas de transmission TCP, par exemple, les paquets peuvent être lus par un particulier routés vers l'Internet dans le cas d'un fournisseur d'accès. Maintenant, on va voir c'est quoi les orbites. Pour les orbites, vous avez trois types. On va commencer par GOS. Ce sont des orbites géostationnaires altitude 35 786 km. Le temps aller-retour de l'onde radio est égal à 260 millisecondes. Ici, l'utilisation pour diffusion vidéo et l'accès à Internet, principal à tous, position fixe qui maintient dans le ciel terrestre. Le MEOS, c'est médium moyen. Il est situé entre 2000 et 35 000 km de la Terre. Le temps d'aller-retour égal à 100 nanosecondes. L'EOS, Low Base, il est situé entre 200 à 2000 km. Le temps aller-retour égal à 10 millisecondes. Nous avons que les satellites à orbite basse, LEOSat, ont des caractéristiques opposées à celles des GEOSat. Un faible temps de propagation, mais un déplacement relatif au sol très rapide. Un satellite à 1000 km d'altitude fait le tour de la Terre en 90 minutes, ce qui signifie qu'il couvre un point fixe terrestre pendant un temps plus de 2 minutes. Ce désavantage doit être contrebalancé par un réseau de satellites qu'on appelle constellation. Lorsque nous avons un récepteur terrestre et sur le point de sortir de la couverture de satellite, il passe sur un autre satellite, ce qu'on appelle le handover. Il est nécessaire que les satellites communiquent entre eux au sein de constellations. Les satellites en orbite, nous avons le bas LEO, sont utilisés pour la téléphonie, pour les ondes électromagnétiques. La communication par satellite se fait par ondes radio. Ce sont des signaux électromagnétiques et ces signaux sont envoyés à des fréquences qui dépendent du type de satellite utilisé, bien sûr. Dans les années 80, nous avons que les satellites sont utilisés pour la télévision et la téléphonie et bien sûr qui travaillent dans la bande C qui varie de 4 à 8 GHz. Le développement de la transmission de données par satellite et à l'accès à Internet, bien sûr. Ces fréquences ont été augmentées et on passe maintenant à la base de la bande C à la bande KU, donc de 12 à 18. Vous avez de 27 à 40 GHz. Et on ne peut pas choisir n'importe quel. Donc, comment ces fréquences, car un satellite qui émet des ondes sur un bouquet de pays à la fois, beaucoup de pays à la fois, que ce signifie que les fréquences doivent être validées par beaucoup de pays. C'est pour cette raison que le ETSI donne des standards ordonnés et dans les normes. Bien sûr, le choix des fréquences n'est pas seulement contrôlé par des normes, mais également par les lois de la physique. Plus la fréquence augmente, plus la taille d'antenne diminue, le débit augmente, l'énergie nécessaire pour émettre augmente, plus la tenue du signal. Nous avons que les satellites n'utilisent que l'énergie solaire et des batteries, bien sûr, lorsqu'ils sont à l'ombre. Leur énergie est limitée et c'est pourquoi les satellites émettent toujours à des fréquences inférieures aux stations terrestres. Bien sûr, ces conduits empêchent le choix des fréquences élevées et la bande QA est proche de la limite que les équipements de technologie peuvent atteindre. Pardon. Nous sommes arrivés au ce premier chapitre pour les réseaux satellitaires. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.